21h03, Elton Mokolo, Walid Cherchour et Xavier Grimaud qui nous rejoint. Xavier, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Salut Xavier. Vendredi, Rennes-Marseille, présentation aujourd'hui des recrues, il y a pas mal de choses à dire. On va démarrer par Loïc Désiré, parce que c'est lui aujourd'hui qui était là en première ligne à prendre la parole, Oui. alors que tu vois, à Strasbourg, c'était le mec de l'ombre, il parlait jamais, il bossait, bien d'ailleurs. Mais il avait plutôt tendance à être dans une discrétion totale et à raser les murs. Bah c'est ça, mais il a pris du galon en tout cas au niveau hiérarchique, puisqu'il était directeur du recrutement, responsable du recrutement à Strasbourg, donc il pouvait bosser dans l'ombre comme tu dis. Là, il est directeur sportif, donc il a obligation d'aller un peu sur le devant de la scène aussi en cours de saison pour soulager Habib Beye, parce qu'on sait que les entraîneurs sont très exposés. Donc il a pris la parole et très à l'aise, Loïc Désiré, assez transparent sur son travail. Et il a présenté notamment, on reviendra sur son travail principal de l'été, à savoir dégraisser le mammouth, comme on disait dans la fin des années 90, dégraissage total de l'effectif rennais, qui était bien trop conséquent. Il y aura encore beaucoup de départs, mais il a aussi mis en boîte des recrues, et les 3 recrues rennaises étaient présentées cet après-midi. Des recrues quand même made in Ligue 1, qui sont à l'échelle de Rennes quand même plutôt d'envergure, on va dire, à savoir Valentin Rongier, Quentin Merlin et Frankowski. On peut écouter Désiré sur le pourquoi de ces 3 recrues à Rennes. Les recrues, on peut penser qu'elles arrivent un petit peu tard. Je sais que tout le monde est impatient quand on annonce les nouveaux joueurs, mais on était vraiment en face au club avec le président, le coach, pour vraiment bien cibler les joueurs qu'on souhaitait. Quentin, Valentin et Francky connaissent le championnat de France. Ça, c'était un critère qu'on avait établi avec le président et le coach. Le second point commun des 3 recrues, ils ont tous un vécu Coupe d'Europe. Vous connaissez les ambitions du Stade Rennais, c'est de retrouver la Coupe d'Europe au plus vite. Autre point commun, très vite, ils ont été emballés et, on va dire, ont donné une réponse assez positive pour rejoindre le club. Ok, c'est clair. Déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que déjà, il y a une rupture par rapport au mercato Benetton de l'été dernier où on avait recruté à l'international. Là, c'est vraiment recruter des visages de la Ligue 1. Mercato Benetton, je la connaissais pas cette expression. Si, ouais, parce que là, c'était United Colors. C'est vrai que ça venait de partout. Exactement, ça venait de partout. Et là, c'est des visages bien identifiés de la Ligue 1, capables d'être compétitifs rapidement avec cette expérience européenne. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, la tâche, elle est colossale du côté du Stade Rennais. Il y a une double réalité, à savoir ramener de la qualité et réduire en quantité l'effectif. Et donc ça, c'est une tâche qui est complexe parce que une fois que tu as dit ça, faire partir les joueurs, c'est pas facile parce que c'est des joueurs qui ont perdu en valeur sportive, qui ont perdu en valeur économique. Donc c'est pour ça que la tâche n'est pas facile du côté de Désiré. Pour vous bien se rendre compte du travail de Rennes cette année, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait 22 départs en tout sur la saison, 22. Et quasiment l'intégralité des recrues Massara de l'été dernier, puisque si tous les départs se concrétisent, il ne resterait sans doute que Michael Faye, le jeune défenseur qui était à Barcelone, devrait... typique de Rennes, ça. À ce point-là, non. Là, on est sur le pire mercato de l'histoire de Rennes. Tu prends les 15 dernières années rennaises, tu as quand même des mouvements incroyables dans tous les sens. Ouais, mais là, on est quand même au-delà de l'habituel. Ouais, peut-être qu'on est sur un record. T'avais des belles réussites quand même avec des très gros départs. Il y a aussi des belles ventades. Les 2-3 dernières années, et d'ailleurs, c'est très intéressant quand tu regardes le secteur offensif et quand tu regardes la défaillance dans le secteur offensif. Ça coïncide avec notamment le fait que ta croissance n'a pas été réussie du côté du Stade Rennais. Parce que si tu fais une liste du secteur offensif des noms qui sont passés par Rennes, t'hallucines. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que là, il y a une difficulté dans ce secteur-là. Post-Genesio, l'année où ils sont quatrième. C'est-à-dire que tu es passé de Laborde, tu es passé de Terrier, à notamment des noms très invraisemblables. C'est-à-dire, dans les dernières réussites, tu peux mettre quoi? Toko Ekambi sur un run. Voilà. Qui a permis quand même à Rennes, qui a été important pour aller chercher la Coupe d'Europe in extremis. Mais non, effectivement, en attaque, ils ont du mal et ce sera le chantier important. Enfin, en tout cas, aller chercher des renforts en attaque parce que sur ce qu'on a vu en préparation,
Voilà, c'est cohérent, évidemment. Frankowski, Merlin, plus Rongier, ça amène quand même tactiquement et même techniquement des bons joueurs. Donc, pour ce qui est de la défense et du milieu, il y a sans doute ce qu'il faut. En attaque, par contre, je suis et on l'a vu en préparation, ça reste bien trop léger, en sachant qu'Alimundo doit partir. Ça manque beaucoup de profondeur, je trouve, moi. Parce que au milieu de terrain, Diawy Cissé, Seko Fofana et Valentin Rongier, je pense qu'en Ligue 1, ça tient la baraque. On a encore vu le but de Diawy Cissé. Incroyable. Derrière, moi, Jacquet, je suis complètement fan depuis qu'il est arrivé à Rennes. J'en parle, ça va être un joueur qui va être dans les très très grands clubs très très rapidement. Je suis pas sûr que Rennes le garde après cette année. Maintenant devant, avec le départ de Kalimuendo, déjà avec Kalimuendo, même s'il a mis 17 buts l'année dernière, on a vu sur les gros matchs qu'il y avait certains manques. Mais moi je trouve qu'il faut trouver de la profondeur, de la créativité. Je suis pas emballé moi par le trio ou le duo qui peut avoir du côté rennais. Même avec Kalimuendo, alors sans Kalimuendo, parce qu'en plus c'est du déjà vu quoi. Ludo Blas, Altamari, c'est en Ligue 1, on a déjà vu, et moi je trouve qu'il faut quelque chose de meilleur pour que Rennes essaye d'acheter l'Europe, comme Loïc Désiré l'explique en conférence de presse. Bah là, on est sur Blas, Altamari, Kalimuendo et le jeune Meïté. Oui, Meïté, j'aime bien, mais 17 ans. Mais ça reste effectivement très léger. Ça reste peut-être qu'il va éclore, mais tu peux pas donner la responsabilité à Meïté sur une saison aussi importante où Rennes doit rebondir. Ça fait quand même 2 saisons qui sont dans le creux. Pour toi, un rebond, c'est quoi aujourd'hui? Un rebond, c'est faire top 7. Se mêler à la lutte pour la Coupe d'Europe. Faire top 7 et être un peu dans ces équipes-là, 4-5 équipes qui jouent jusqu'à la dernière journée. Ce qui s'est passé cette année avec Strasbourg, par exemple, où tu avais Lille, Nice, Strasbourg, Lyon, et il me manque une équipe, où jusqu'au bout, en fait, ça jouait de la 4 à la 8e. Moi, je pense que Rennes doit être dans ce... Lens, et Lens, Rennes doit se mêler à cette lutte-là. Sur le marché des transferts, ça implique de trouver l'offensif à 15 buts, mais alors c'est pas évident. 2 offensifs. C'est pas évident. Mais moi, je trouve que dans l'effectif, vu qu'il veut jouer à 3 derrière, Brassier, Rouault et Jacquet, très bien. Frankowski et Merlin, très bien à l'échelle de Rennes. Je viens de parler du milieu de terrain. Mais en fait, ils sont où tes joueurs d'espace, tes joueurs de profondeur, hormis peut-être Seko, mais c'est plus le grand Seko qui va accumuler les mètres en transition. Moi, il me faut, quand tu vas pas avoir le ballon contre les gros, il te faut des mecs qui t'étirent le. Quentin Merlin, il aime bien jouer avec le ballon. Valentin Rongier, pied ballon. Tu as même Frankowski qui est plus le joueur d'il y a 3 ans. Qui est dans l'intensité, mais c'est un joueur qui est. Walid, je vais résumer ça. C'est un joueur qui aime bien se nourrir avec le ballon. Que Laborde et Terrier. Je sais pas, mais en tout cas, ces joueurs qui étaient peut-être pas les joueurs top, mais qui justement en termes de profil, c'était des joueurs généreux. Moi, j'aime pas revenir vers l'arrière. Moi, il faut des. Non, mais on a souvent le Mota au PSG, le Kroos au Real Madrid. Indépendamment des noms, je te parle de profil, des joueurs qui justement seront capables d'occuper le terrain, seront capables d'attaquer la profondeur et donc de t'offrir des solutions. Et moi, il me faut aussi une variété. Moi, je reste persuadé que la défense à 3, ça peut être une solution, mais que sur toute une saison, c'est pas viable et qu'on l'a vu. Tous les entraîneurs à Rennes essayaient de repasser à 4, mais ils n'y arrivaient pas. Et donc, il faut que tu sois flexible dans une saison de Ligue 1, surtout dans le football moderne. Et devant, si à la limite tu joues à 3, si c'est un 3-4-3, enfin un 3-5-2, comme il veut faire jouer avec Altamari, enfin là, il fait jouer Ryder un peu plus haut, non ? Ouais, un peu plus haut Ryder ou Blas en soutien de l'avant-centre. Exactement, mais Ryder, si j'ai bien compris sa zone mixte à Habib Bey, c'est le grand gagnant de la dynamique où il l'aime beaucoup dans son profil. Mais si tu veux faire jouer en 3-5-2 avec un 9,5 et un numéro 9 ou un milieu de terrain supplémentaire avec un numéro 9, j'aimerais bien aussi qu'il puisse changer en faisant un 3-4-3 avec 2 ailiers, 2 mecs qui peuvent attirer dans la profondeur. Bon, Oleg B répondait à ce profil-là, mais pas bon dans le comportement, dans l'état d'esprit. Il est parti en Turquie. Mais moi, je pense qu'il manque des joueurs devant. Et même avec Kalimuendo, je le pensais. Et quand Kalimuendo va partir, moi si Rennes va juste sur un 9 pour remplacer Kalimuendo, pour moi, même en quantité, c'est pas suffisant. Non, c'est pas ce qui est prévu, hein, Walid. Ils sont assez clairs. Il y aura 2 joueurs offensifs qui doivent arriver.
et même indépendamment du sort de Kalimundo, parce que Kalimundo normalement doit partir. Tout le monde s'y attend, mais pour l'instant il y a des bruissements autour de lui, mais il n'y a pas véritablement d'offre réelle pour Arnaud Kalimundo qui est suivi, donc ça devrait se décanter d'ici la fin du mercato. Mais même si ça se décantait pas, normalement il y aurait un joueur plutôt d'axe et un joueur sur les côtés. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça, Xavier? On peut imaginer un peu plus de profondeur. Ah oui, non, moi je suis d'accord complètement avec toi, sachant qu'on nous a déjà fait comprendre que le système a priori allait être celui-là, que la créativité offensive devait aussi venir des pistons, et c'est pour ça qu'ils avaient recruté des vrais pistons, à savoir Merlin et Frankowski, qui sont quand même des spécialistes du poste. Mais on se retrouve souvent, et on va se retrouver, je pense, face à Marseille, avec deux véritablement joueurs offensifs seulement sur le 11. Oui. Donc c'est peu. Alors Abibay aime beaucoup avoir le contrôle et la maîtrise. Quentin Merlin et Frankowski, c'est des très bons pistons, mais moi je trouve que c'est des pistons de connexion. Ils ont besoin de s'appuyer, appui remise. Tiens, Valentin Rongier, là, je vais avancer sur 10-15 mètres. C'est pas des joueurs qui sont capables, avec leur frénésie foot, de t'emmener sur 40-50 mètres, une conduite de balle où ils vont perforer. Merlin, c'est plus un milieu de terrain qu'un défenseur à la base. Donc, moi, je pense que tu dois varier les profils par rapport à ça. Et si c'est Merlin, ton joueur déséquilibrant, je pense qu'à un moment, c'est un vrai bon joueur intelligent, belle qualité de centre, mais belle qualité de connexion, mais il va avoir une limite. Et de la même chose pour Frankowski. Il te faut des joueurs qui, dans les 25 derniers mètres, aient de la personnalité, de la magie. Et là, moi, je la vois peu, en fait. Evan est avec nous, supporter rennais. Ouais. Salut Evan, ça va? Bonsoir messieurs, bah ouais. Salut Evan. Bon, dans tout ce que tu as entendu là, tu es globalement d'accord ou pas? Oh bah, bien sûr que oui. Moi là, on est le 11 août. Clairement, de voir une attaque pareille, moi, ça me fait peur. Je sais qu'il reste 15 jours de mercato, mais quand même, quoi. Moi, ne pas avoir anticipé, quand on est le Stade Rennais, l'attaque, je trouve que ça, vraiment, c'est dommage, quoi. Moi, alors, évidemment, il a fallu gérer tous les départs, ça c'est sûr. Mais là, 11 août, on a une attaque, mais ça fait peur, quoi. Monsieur Loïc Désiré qui dit qu'on va jouer l'Europe, mais c'est un doux rêve. C'est pas possible. Donc, clairement... Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation, quoi. Bah non. Il y a un autre point à Rennes qu'on n'a pas vraiment abordé, là. Première saison pleine, David Bay. Que doit-on attendre David Bay cette saison, Evan? Bah, effectivement, s'il finit un peu comme la saison dernière, ça peut être pas mal. Maintenant, moi, j'ai quand même j'ai un peu le point d'interrogation, c'est est-ce qu'il peut jouer, c'est un coach qui peut nous amener en Europe? J'ai encore une fois des interrogations sur ça. C'est un pari. Encore une fois, c'est un pari. Donc, ça fait beaucoup d'interrogations, honnêtement. Faut rester optimiste, hein, c'est sûr, mais il y aura beaucoup d'interrogations pour la saison qui va venir. Donc, je trouve ça dommage. Mais Habib Beye, on parlait des attentes tout à l'heure sur le top 7, retrouver l'Europe. Habib Beye doit ramener... Rennes en Europe. Mais moi, avec une progression dans le jeu, il a eu du classement. Moi, c'est surtout il doit optimiser les joueurs, les forces en présence. Non, mais de toute façon, après, ça va aller avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit redevenir compétitif sur la durée, en étant en plus cette saison. Avec un match par semaine, donc il aura du temps quand même pour travailler avec son équipe. Son idée de jeu, l'année dernière, il était arrivé dans la précipitation, il était arrivé en pompier, où il devait passer après Sampaoli, ça avait été catastrophique. Il avait cette mission de maintien, il l'a eu, là il a une prépa, il a eu ses joueurs, et en plus, moi de ce que je sais, il était complètement d'accord avec Loïc Désiré, le président, sur les joueurs confirmés de Ligue 1, parce qu'il voulait véritablement avoir cette expérience sur le terrain. Il l'a. Donc maintenant, il faut bien évidemment qu'il montre tout son talent d'entraîneur, de management sur le terrain, Habib Beye. Aujourd'hui, bien évidemment que l'exigence, elle va monter par rapport à l'année dernière pour tous les observateurs et même pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, il veut aller le plus haut possible tout en restant lucide et avoir une humilité parce qu'il sait aussi d'où vient Rennes. Mais Rennes a eu des gros investissements. Rennes donne des gros salaires. Rennes a eu des joueurs très importants qui jouaient dans des gros clubs de Ligue 1, Lens, Marseille, notamment, avec des très bons jeunes, une très bonne académie. Rennes ne doit pas être 10e de Ligue 1 cette saison. Aujourd'hui, ta réalité économique de parce que tu es capable de donner depuis un an,
dans l'environnement Tu donnes économique des de la 400 Ligue 1, bâtons, 500 bâtons par mois. C'est la réalité tu peux pas. C'est la réalité d'un club européen. Enfin, c'est la réalité d'un club en course pour l'Europe. Maintenant, je t'ai dit ça. Moi, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir sur le volet terrain. Non, mais le prochain. Après, oui, ça c'est autre chose. Faut le traduire sur le terrain. Est-ce que les joueurs sont surcotés ou pas? On va se rendre compte rapidement. Mais moi, j'aimerais bien avoir le prochain fascicule de l'équipe avec les salaires. On va se rendre compte de 2-3 choses quand même. Ah oui, derrière les Paris, Monaco, Marseille, évidemment, il n'y a pas beaucoup de clubs en Ligue 1 qui donnent les salaires que donne Rennes. Le top 3 rennais, il va faire tout drôle l'année prochaine. D'où une certaine pression. Le club aura du mal à se. Enfin, ça ferait beaucoup de mal au club de se manquer une troisième saison de suite et éventuellement de ne pas retrouver l'Europe, même si le club a l'air insolide, on le sait. Et d'ailleurs, ils ont les moyens d'investir assez fortement, a priori, sur l'attaquant qui va venir d'ici fin août. Mais je comprends l'inquiétude d'Evan, le supporter, à 3 jours de la venue de Marseille. Non, Evan, ce que j'ai envie de dire, c'est que on minimise la portée. Notamment de cette idée de dégraisser l'effectif parce que tu payes des mercatos qui ont été désastreux et donc forcément autant l'été dernier j'étais très inquiet sur le mercato rennais par rapport au choix des pistes, par rapport au profil qui arrivait tardivement, autant là il fallait davantage se concentrer sur le fait de faire partir des joueurs avant d'envisager le recrutement de certains joueurs. Et quand tu regardes les joueurs qui sont arrivés, ça reste quand même intéressant. Le marché des neufs, marché des neufs pardon, qui est très très compliqué. À 20 jours de la fin du mercato. Parce qu'à un moment donné, il a été question de Jonathan Rowe, et même lui, il a une grande valeur à l'échelle de Rennes. C'est pas facile. Il y a le catalogue Sport Cover qui peut aussi aider, vu que avec Fofana et avec Brice Samba, ça a fonctionné avec Arnaud Pouille. Enfin, si tu vas à Leipzig pour Openda... Non, parce qu'au poste de numéro 9, ils ont Brian Brobet, ils ont Batshuayi. C'est ça. Mais aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, sincèrement, un numéro 9 de renom ou qui peut claquer 15-20 buts à Rennes à 15 jours du mercato, va falloir le trouver. Hein. Le club se montre assez serein sur le chantier offensif en disant que c'est la phase 3 maintenant du plan. Alors c'est vrai qu'on imagine une connexion, pourquoi pas, ça marche bien la connexion Marseille-Rennes. Donc Neil Maupay, je sais pas, il n'y a pas d'infos pour le moment. Mais des noms sont sortis, mais a priori faux. Ablin, vu qu'ils prennent que des Nantais. Ça, ce serait le troll ultime, évidemment, d'aller chercher Ablin. Il en demande 40. Ablin, il est formé à Rennes, non? Bien sûr, il est formé à Rennes, bien sûr. Non, il ne demande pas 40, il demande 50. À moins que ça ait baissé depuis hier. Je crois que c'était 40. Pour rien à rajouter, Xavier? Non, si on a le temps, il y a le petit son de Valentin Rongier, si on veut. Vous savez qu'il aura un accueil un petit peu compliqué. Alors, pas de l'ensemble des supporters, parce que quand on discute avec des supporters, je ne sais pas ce qu'en pense Evan, s'il est toujours là, mais les supporters rennais sont plutôt satisfaits de voir Valentin Rongier venir parce qu'ils savent, comme tout le monde, que c'est un très bon joueur. Après, dans les différents sondages qu'ont pu faire différents médias locaux, notamment, il y a 60% des supporters qui sont favorables à sa venue. Par contre, le RCK, vous avez peut-être vu ça il y a quelques semaines, donc les ultras rennais ont publié un communiqué en disant qu'ils n'acceptaient pas ce transfert de par le chambrage qu'avait pu faire Rongier à son époque nantaise. Écoutez-le, Valentin Rongier, ce qu'il en pense et comment il s'attend à être accueilli, notamment par les ultras. On peut l'écouter, Rongier. Ce qui est de mon premier match et l'accueil au Roazhon Park, franchement, j'en ai aucune idée. Ils feront ce qu'ils feront, ce qu'ils voudront faire. Mais en tout cas, moi, ça ne changera en rien. L'idée que j'ai, c'est d'aider le club et de me donner chaque match, chaque entraînement à 200% pour qu'on atteigne tous nos objectifs, parce que c'est pour ça qu'on est ici. Au début, on se pose des questions. Je ne vais pas refaire toute ma vie, mais vous savez que j'ai grandi à Nantes. J'ai essayé de mettre de côté ça, parce que pour moi, c'est le sportif qui prime. Je peux comprendre que certaines personnes ne s'y retrouvent pas, ne comprennent pas mon choix, mais une carrière, c'est ma carrière, je la gère comme je l'entends et c'est un choix que j'assume entièrement, donc voilà, je suis prêt à en discuter encore avec certains. Voilà, a priori il y aura une banderole qui est déjà, c'est certain, de la part du RCK, on n'en connaît pas encore la teneur et on verra s'il se fait siffler, mais il mettra peut-être tout le monde d'accord rapidement par son importance sur le terrain. Dernier mot, Wally. Et Xavier, sur la pression sur Habib Beye, tu la sens, tu la ressens parce que l'année dernière, tu as commencé la saison avec un Julien Stéphan qui était déjà un peu sur un siège éjectable. On sait qu'avec Arnaud Pouille, avec tout ce qui s'est passé cet été, par rapport aux arrivées dans le staff, sa prolongation de contrat, qui reste une prolongation de contrat assez courte, est-ce que tu sens qu'avec un début de saison un peu compliqué, ça peut sauter ? Ça peut sauter. Bon, il faudrait vraiment que le début de saison soit très compliqué. Mais oui, il y a une vraie pression. Et Habib Beye le sait aussi parce que c'est un coach qui a quand même une cote de compétences qu'on voit comme un coach en devenir. Là, c'est la première fois qu'il va avoir
qu'il aura quand même façonné son effectif comme il le veut, parce qu'il est vraiment sur la même longueur d'onde avec Loïc Désiré, et il va pouvoir faire jouer son équipe comme il l'entend. Il disait souvent qu'il est arrivé depuis peu de temps pour justifier parfois ses compositions, le style de Rennes quand il est arrivé fin janvier. Là, il a eu toute la préparation, donc il va mettre le foot selon Bay, ce qu'il veut voir. Donc après, si ça fonctionne pas, effectivement, lui aussi joue assez gros pour la suite de sa carrière, c'est certain. Mais il n'y a pas Arnaud Pouille, il n'y a pas l'échafaud, il n'attend pas sur Habib Beye. Au contraire, hein, a priori, ça travaille quand même assez de pair. Le trio travaille de pair. Merci Xavier. Merci à vous. Bonne soirée, on retrouve tout ça sur rmcsport.fr. Je remercie Evan également au 32-16. L'avis de Walid sur Liam Rosenior dans quelques instants. Donc Rosenior. Je voulais parler de Rosenior, l'année 2 de Rosenior, avec tout ce que ça implique, les gros transferts, ce qu'il a envoyé comme jeu l'année dernière. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises dans l'after. Ça a été l'un de mes fils rouges de l'an dernier en Ligue 1. J'ai pris énormément de plaisir à regarder son équipe, à regarder ce coach, manager, coacher, s'adapter, notamment première mi-temps, deuxième mi-temps, première mi-temps compliquée, les lectures de match en cours de match. J'ai été véritablement conquis par ce coach, et je considère aujourd'hui que c'est un top coach en Ligue 1, qu'il n'a rien à envier à, on va dire, 90% des coachs de ce championnat. J'étais surpris, moi, de le voir continuer à Strasbourg, parce qu'au vu de ce qu'il a fait, notamment de son étiquette en Championship, je pensais qu'il allait peut-être retourner club anglais, un club anglais ou un club anglais de Première Ligue ou de Championship pour viser la montée, l'aurait sollicité. Il a très vite prolongé son aventure avec Strasbourg en envoyant un signe d'adhésion à ce projet, et c'est une très bonne nouvelle. Et là, un peu comme tout à l'heure à Habib Beye, mais pour d'autres considérations, l'exigence va aussi augmenter avec Liam Rosenior, avec son équipe, par rapport à tout ce qu'on dit sur les dernières semaines, sur notamment le marché des transferts et les 100 millions dépensés. Mais moi, ça va être l'une de mes excitations de la saison en Europe. Véritablement, parce que j'ai envie de voir comment ce nouveau coach que la Ligue 1, enfin Strasbourg, mais que la Ligue 1 a mis en avant, a mis en scène, va continuer son développement, parce que les échos que j'ai, moi, des joueurs, des agents autour de Rosenior sont unanimes. Franchement, même les mecs qui jouent pas, c'est bluffant, les entraînements, son discours, son management. C'est même dommage de ne pas avoir eu un espèce de reportage à la Marseillaise ou à la Havraise en fin de saison du côté de Strasbourg, parce que j'aurais été curieux de voir tout ce qui s'est passé cette saison avec cette énergie dans ce club, dans cette équipe, avec la jeunesse, l'insouciance, comment il a réussi à canaliser ça. Et je suis pressé de voir ce qui va se passer avec des nouveaux joueurs, comment il va gérer Kendry Paez, comment il va gérer les départs de Habib Diarra et d'André Santos, comment il va continuer à mettre en place son système de jeu avec tous ces jeunes joueurs, tous ces joueurs qui doivent prendre aussi beaucoup de maturité, parce que il faut le dire, ça a été très bien pour Strasbourg. Ils ont fait une très grande saison parce que ça a été surprenant, mais moi je l'ai expliqué, Strasbourg aujourd'hui n'est plus le petit poucet de cette Ligue 1. Strasbourg donne des gros salaires, Strasbourg a mis des gros montants de transfert, et il va devoir lui aussi l'assumer en tant que coach. Alors peut-être que la pression elle sera mise que par moi dans l'after-foot ou dans l'opinion publique, mais je pense que Strasbourg, il y aura même peut-être un côté un peu défiant que j'ai ressenti moi en fin de saison. Ah, c'est ça les danseurs, ah c'est ça les jeunes insolents sur le terrain, ils se sont vautrés contre Angers, contre Le Havre, finalement ils sont pas en Europe. Ah, c'est ça la multipropriété. Et je pense qu'ils peuvent cultiver ça à un moment donné. Il va falloir assumer ce nouveau statut, et Rosenior va devoir le faire aussi. Et est-ce qu'il va confirmer nos impressions? Est-ce qu'il va même passer le cap d'emmener cette équipe de Strasbourg en Ligue des Champions par le jeu, avec des joueurs frissons? Moi j'ai hâte de voir ça, et c'est vraiment excitant à l'aube de cette Ligue 1. Tu penses qu'il peut arriver au même niveau que Gilbert Grèce ou pas? Enfin, ça c'est Gilbert Bribois qui... alors je pense pas qu'on puisse comparer les deux. C'était pas du tout, pas la même époque, pas les mêmes méthodes. Et il y a une dernière chose, c'est la Conference League. Oui.
c'est que là aussi, il peut marquer l'histoire du club là-dessus, qui a, je pense, un spot avec la. Une énorme camouflée de se faire sortir avec les joueurs qu'il a au barrage. Et même ça, il y a une histoire avec Lameno, en plus avec ce qui s'est passé autour de la multipropriété, peut-être avec le jeu et avec l'Europe, se réunir tous ensemble, la nouvelle tribune. Il m'emmène ce mec. Ce mec m'emmène et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi. Non mais attention, aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, alors moi je suis totalement d'accord quand on parle de Strasbourg sur le caractère esthétique, effectivement c'est bien. Maintenant sur la saison 2025-2026, moi je m'attends à ce que Strasbourg progresse sur le caractère compétitif. Pour moi, c'est la marge de progression pour pouvoir aspirer à un meilleur classement. On a vu 2 passages qui, pour moi, ont été fondamentaux la saison dernière. C'est le rebond après Brest, où tu as la sortie de Rosenior qui n'est pas forcément content. Et ensuite, il y a le rebond qui t'amène vers le sprint final. Et tu as la gestion du sprint final qui, quoi qu'on en dise, n'a pas été bonne. Et ça, tu dois t'appuyer sur ça pour la saison 2025-2026, où tu vas te transformer en une équipe qui joue tous les 3 jours. Et ça, pour moi, ça va être une inconnue qui va être très intéressante. Sur Rosenior, moi, j'ai une analogie à faire. C'est avec un entraîneur qu'on connaît bien maintenant du côté de la Ligue 1. C'est Roberto De Zerbi qui a emprunté ce passage avec Brighton, où justement, il y avait eu des espérances sur la saison 2022-2023 avec cette 6e place. Et sur la saison suivante, enfin plutôt sur la saison 2021-2022 et sur la saison 2022-2023, quand tu t'es transformé en une équipe de 3 jours, c'est là où ça a été plus difficile parce que c'est une nouvelle réalité. C'est pas la même hauteur de compétition. Non, mais c'est pas la même hauteur de compétition. Mais pas les mêmes enjeux. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, Strasbourg, par rapport à ta force économique, aujourd'hui, tu as un acteur très important de la Ligue 1 sur cette dimension économique. Maintenant, il faut la convertir sur le terrain. Et aujourd'hui, du côté de Strasbourg, tu l'as dit, et forcément, quand tu as cette réalité économique, il y a beaucoup plus d'exigences. Et en fait, cette bienveillance, cette sympathie du côté de Rosenior, elle peut rapidement se tourner en un entraîneur qui va devoir prouver. Ça fait partie de mon excitation, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense que le statut de Strasbourg change et que le statut de Rosenior va changer aussi. Et est-ce qu'ils vont pouvoir, même au club, gérer tout ça? Et Rosenior, c'est là où, en fait, j'ai hâte de voir comment il va se comporter sur cette 2e saison. L'illisibilité aussi tactique qui peut générer par rapport au fait que quand il joue Marseille en début de saison l'année dernière et qu'il les batte à la régulière, en one-to-one, sur le pressing, en allant les chercher, etc. De Zerbi, je pense qu'il avait travaillé bien évidemment son match contre Rosenior, mais il y a un côté surprise. Là aujourd'hui, quand tu joues Strasbourg, tu vas à la Méno, tu sais que ça va être très très sérieux. Il va falloir que tu sois très très sérieux. Ça l'était déjà, mais ça va l'être encore plus. La même chose quand tu vas recevoir Strasbourg, tu sais que tu vas avoir une proposition tactique en face et individuelle de haut niveau à l'échelle de la Ligue 1. Donc ça aussi, il va falloir. Par rapport à qui? Par rapport à Strasbourg ou par rapport aux adversaires? Par rapport aux adversaires. Par rapport aux adversaires. Mais Strasbourg, c'est-à-dire que les adversaires seront beaucoup plus beaucoup plus au fait du statut de Strasbourg, et Strasbourg va devoir, et notamment Rosenior, va devoir trouver un plan B quand ça fonctionne pas. Là aussi, moi quand je parle d'excitation, c'est pas forcément, je dis pas que c'est tout droit pour Rosenior, allez, il va aller en Ligue des Champions, je dis juste que je suis excité par, sur le côté déjà, revoir Strasbourg avec leur nouveau jouet là, le nouveau comment on dit, le club pour les petits. Hocher Non. Quand on est en vacances en all inclusive et on met les petits au club enfant. Non, ouais, au club enfant. Mais non, il y avait un autre terme. Mais bref, avec ces baby blues, les revoir. Et puis derrière, quand on essayer de voir comment il va gérer cette saison, moi, ça m'excite énormément. Parce que sur le volet tactique, c'est une équipe qui maintenant est étudiée. Parce qu'on l'avait déjà vu sur la fin de saison dernière. Et là, il n'y a pas de raison pour que cette saison 2025-2026, Strasbourg ne soit pas davantage étudiée. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est comment Rosenior il va trouver les clés tactiques pour justement continuer d'être imprévisible pour l'adversaire. Alors moi, je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. Il y a un truc qui m'a bluffé chez Rosenior, c'est que tout ce qu'il a dit, en fait, c'est avéré juste. Déjà, il faut rappeler quand même ça, il a changé l'équipe en une semaine. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Vieira, Vieira, ça n'a pas marché. Voilà. Lui, il est arrivé, changement de style radical. Les joueurs, ils ont suivi tout de suite. Alors, il a sans doute eu l'intelligence d'arriver en faisant l'opposé de ce que faisait Vieira, qui ne marchait plus. Ça a marché avec les joueurs. Il a fait progresser les mecs. Je veux dire, la saison de Diego Moreira, personne s'y attendait. Emega, Barco, enfin la liste, tu peux quasiment les mettre tous dans le 11 de départ. Doucouré. Quand il est arrivé, après avoir changé l'équipe en une semaine, il a dit bon, maintenant, laissez-moi jusqu'à Noël pour que les choses se rôdent. Et puis à Noël, on va être bien.
il arrive en janvier, il dit très bien, maintenant, prochaine étape, on voit en mars, en avril si on peut jouer l'Europe et normalement ça devrait le faire, ça l'a fait. Le seul couac, et c'est même un gros couac en fait, finalement, C'est le sprint final. c'est la dernière mi-temps de la saison. Ouais. Et en fait, ça, c'est pas lui. Même Angers. C'est un peu la jeunesse de l'équipe, en fait. Et C'est-à-dire que là, il y a des mecs qui ont explosé. Et la perte qui- des mégas aussi. Voilà, et puis compliqué. Là, il manquait peut-être un peu de mecs, un peu d'expérience, mettre le pied sur le ballon et calmer tout. Bon, bref. Bon, ça, le problème, Rosenior, il ne peut pas tout faire non plus. Après, la question, Et c'est. là, il va avoir le même problème cette année, parce que c'est toujours des jeunes. Oui. Après, la question, c'est que veut faire le club? Est-ce que le club veut aller en Ligue des Champions? Ah, le club vise l'Europe. L'Europe. Oui, l'Europe. Le club vise l'Europe. Ouais, par rapport à nous, ce qu'on dit, le top 4 aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont Moi, je dépensé, etc. ne pense pas que Marc Keller ni Rosenior vont dire d'entrée, nous, on vise la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont dire, on vise au moins aussi bien que cette année, voire mieux. Voilà. D'accord. Je pense que ça va être ça le discours. Mais quand tu as un tel investissement, de toute façon, tu ne peux pas te planquer. Le nouveau stade, la nouvelle tribune est finie. Elle va être inaugurée dans quelques jours, début septembre. Donc le club, clairement, franchit un palier à tous les niveaux. Financier, structurel, tout quoi. Donc en effet, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Voilà. Et puis tu es sur, je sais pas, 454 guichets fermés d'affilée. Il y a une folie furieuse autour du Racing Club de Strasbourg, qui, je dois le dire, en toute lucidité, est totalement justifiée.